Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier CQFR de la semaine, en ce vendredi 11 août. J'espère que vous passez tous un bel été et de bonnes vacances si vous êtes toujours en vacances. Et j'espère aussi que comme nous, vous avez ressenti un petit pic d'adrénaline en découvrant ce matin le petit avant-goût du programme de la saison NBA 2023-2024 qui nous a été servi. Alors on est à 2 mois et demi du début de la saison, c'est évidemment encore très très long. Mais la Ligue a fait fuiter les premières affiches de ce début de saison avec deux matchs qui font déjà saliver avec immanquablement un parfum de play-off, même si ça peut peut-être sembler un peu hâtif d'imaginer des équipes en play-off alors qu'on est à 2 mois et demi de la saison. Mais on a quand même ces deux matchs qui sont plutôt intéressants et qui font déjà saliver. On a les champions en titre, les Denver Nuggets, qui vont recevoir leur victime, si je puis dire, de la finale de conférence Ouest, les Los Angeles Lakers. Quand je dis victime, c'est peut-être un peu exagéré, puisque malgré le sweep, on sait que les Nuggets ont gagné 4-0, mais malgré ce sweep, on l'avait dit pas mal de fois en analysant cette série, les Lakers avaient proposé une belle bataille et une belle opposition aux Nuggets, et on les imagine assez revanchards et déterminés à prouver que le score était pas forcément révélateur du rapport de force entre les deux équipes. Que ce soit en saison régulière ou en play-off, je pense que les Lakers vont arriver avec les dents qui règlent le parquet forcément. Et donc c'est eux qui inaugureront cette saison et qui seront présents pour la réception des bagues pour les Nuggets. Ce sera une soirée de fête aussi pour Denver. Ce sera, je l'ai pas dit, ce sera le 24 octobre, dans la nuit du 23 au 24 octobre, ce premier match de la saison NBA. Dans le même temps, un petit peu après, logiquement, si je comprends bien le calendrier, on aura Chris Paul à peine parti de Phoenix qui va retrouver les Suns, puisque Phoenix se déplace chez les Golden State Warriors au Chase Center pour un match entre deux gros favoris de l'Ouest, forcément, des prétendants à la succession des Nuggets. Les Suns qui ont continué leur recrutement clinquant avec Bradley Beal, les Warriors qui espèrent montrer qu'ils ont encore peut-être une bataille pour gagner une bague en eux, avec l'arrivée de Chris Paul aussi qui apporte de l'expérience et du talent. Donc ce sera un rendez-vous très intéressant aussi, je trouve, même s'il faudra pas tirer d'enseignement tout de suite. C'est toujours intéressant, je trouve, de voir comment sont les équipes en début de saison et puis de voir lesquelles vont peut-être prendre un avantage psychologique aussi en vue des autres rendez-vous de la saison et de retrouvailles possibles en play-off. On sait aussi, a priori, que le premier match de Victor Wembanyama en NBA, ce sera le 25 octobre, donc juste après la reprise, contre les Dallas Mavericks de Luka Doncic. Donc plutôt sympathique comme affiche pour démarrer une carrière qui sera évidemment très très attendue, ce début de carrière de Victor Wembanyama, de la part du public français. Nous, on va être forcément rivés sur ces premières minutes. Et on espère qu'il sera capable de satisfaire, de répondre aux attentes. Donc il débutera contre les Dallas Mavericks. On a aussi appris le programme des Christmas Games, qui, comme leur nom l'indique, se joueront tous les ans le jour de Noël. Je vous donne le programme comme ça, histoire que vous sachiez avec quel match éventuellement, si vous fêtez Noël, vous allez pouvoir digérer les excès de la veille. On a donc les Knicks, les habitués des Christmas Games qui accueilleront les Milwaukee Bucks au Madison Square Garden. Maintenant que les Knicks sont compétitifs, ce serait dommage de ne pas les mettre alors qu'ils étaient diffusés même quand ils n'étaient pas compétitifs. On a aussi le Miami Heat qui accueillera les Philadelphia Sixers en Floride, deux équipes importantes à l'Est qui vont démarrer la saison avec des ambitions légitimes. On a aussi les Lakers pour un petit match entre rivaux historiques contre les Boston Celtics. Un match à la Crypto.com Arena, même si ça pique toujours un peu de l'appeler comme ça après des années à l'avoir appelé Staples Center, mais il faut s'y faire, c'est la Crypto.com Arena. Et les Lakers seront donc opposés aux Celtics. Ce sera un match là aussi toujours particulier, c'est jamais anodin, Lakers-Celtics. On a les Suns qui recevront les Mavs. Là aussi, deux équipes qui espèrent jouer un coup cette saison à l'Ouest. Et puis il y a un petit passif entre les Mavs et les Suns. On se souvient des playoffs lors desquels Luka Doncic avait mené les Mavs jusqu'en finale de conférence. Les Suns avaient été victimes du talent incroyable de Luka Doncic. Et enfin, dernier match de ces Christmas Games, le champion Denver qui accueille le champion de l'année précédente, les Golden State Warriors.
Donc un programme toujours sympathique, à horaire très abordable aussi. C'est ça qui est intéressant dans les Christmas Games, quand pour le public européen, c'est toujours cool d'avoir des matchs à ces horaires plus décentes qui évitent les maux de tête le lendemain matin au travail. Voilà pour le programme des Christmas Games et pour ce qu'il y avait à savoir sur ce petit avant-goût. Il y aura évidemment d'autres choses qui tomberont dans les jours et les semaines qui viennent en termes de calendrier. On n'est qu'à 2 mois et demi de la reprise de la saison. Il y a des training camps, il y a des matchs de pré-saison, évidemment pour se mettre dans l'ambiance. Mais voilà, ça commence là avec ce calendrier. Sinon, pour ce dernier CQFR de la semaine, on ne peut pas ne pas parler de Tony Parker. Puisque, comme vous le savez, Tipeee va être introduit au Hall of Fame samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, dans une promo qui, franchement, envoie quand même du lourd. Une promo que je trouve hyper séduisante, avec des joueurs formidables, des rivaux générationnels sur la scène européenne et en NBA, forcément. Et pour le public européen, c'est quand même pas rien. Elle n'est pas du tout anodine, cette cuvée. Je vais vous énoncer les noms et vous rappeler brièvement les accomplissements des uns et des autres. On a donc, comme je l'ai mentionné, Tony Parker, 4 fois champion NBA, MVP des finales, 6 fois All-Star, 4 fois membre de l'un des meilleurs 5 de la saison. Ensuite, l'un de ses rivaux, forcément, l'un de ses bourreaux presque sur la scène européenne, et parfois aussi en NBA, Pau Gasol, 2 fois champion NBA, 6 fois All-Star, 4 fois lui aussi dans l'un des meilleurs 5 de la saison. Ensuite, Dirk Nowitzki, 1 fois champion NBA, une seule fois on pourrait dire, mais quelle fois? Personnellement, je pense que c'est l'un des titres les plus difficiles à conquérir que j'ai pu voir en NBA pour plein de raisons qu'on évoquera peut-être un jour lors d'un épisode spécialement consacré à Dirk. Mais donc Dirk Nowitzki, 1 fois champion NBA, 1 fois MVP en saison régulière, 1 fois MVP des finales, c'était pas la même saison, 14 fois All-Star, 12 fois dans l'un des meilleurs 5 de la saison, 12 fois. Et enfin, alors là, c'est pas un joueur européen, mais c'est quand même un joueur majeur de la génération. Si vous suivez la NBA depuis 20 ans, 30 ans, je pense que ce joueur vous a forcément marqué d'une manière ou d'une autre. Dwayne Wade, 3 fois champion NBA avec Miami, 1 fois MVP des finales, 13 fois All-Star, 8 fois dans l'un des meilleurs 5 de la saison, et, détail important je trouve par rapport aux autres de ses camarades de QV, 3 fois dans l'une des All Defensive Team de la saison. C'est intéressant de le rappeler parce que si vous avez suivi un peu l'actualité et les CQFR ces derniers jours et ces dernières semaines, Dwayne Wade a parfois été un peu tensé, on va dire, sur sa place dans des classements all-time, dans des déclats de Paul Pierce ou de Jeff Teague, des joueurs qui l'ont affronté, mais parfois je pense qu'on oublie quel joueur était Dwayne Wade, et on peut dire oui, il a joué avec Shaquille O'Neal, il a joué avec LeBron James, Chris Bosh, il a eu des super teams avec lui, mais même individuellement c'était un joueur absolument électrisant, et ce côté défensif qu'il a eu lors de ses meilleures saisons en carrière, c'est aussi un argument, je trouve, pour le placer assez haut dans les classements all-time, en tout cas chez les arrières, chez les joueurs à son poste. Côté coach, évidemment, et enfin, Greg Popovich, qui a enfin accepté d'être introduit au Hall of Fame après des années de réticence, lui qui n'aime pas être mis en avant par rapport à ses joueurs. Il a attendu que le dernier membre de son trio légendaire, Tony Parker, fasse son entrée en même temps que lui. J'ai assez hâte de voir s'il va nous faire un speech express et cassant comme il a été capable de le faire par le passé lors de ses interventions lors des temps morts en NBA, ou si, comme il en est capable, il nous fera quelque chose de plus long et de plus détaillé, poignant peut-être, avec des anecdotes. En tout cas, je suis assez curieux de voir ce que Pop va nous sortir. Dans tous les cas, j'imagine que ce sera quelque chose de humble et de très sobre. On sait comment est Pop, et même récemment encore, il disait qu'il n'était pas digne du Hall of Fame, et que pour lui, c'était pour des joueurs comme Larry Bird, comme Magic Johnson, pour des coachs qui avaient plus révolutionné le jeu que lui, et que lui avait été simplement victime ou bénéficiaire d'un concours de circonstances. C'est évidemment tout à son honneur d'afficher cette humilité, mais voilà, il a quand même changé beaucoup de choses en NBA, Greg Popovich, et sa legacy est plus que cimentée, et c'est super qu'il puisse entrer au Hall of Fame de son vivant. Alors,
on touche du bois, il a encore de longues années à être avec nous et à être en NBA en tant que coach, notamment pour encadrer Victor Wembanyama. Mais malheureusement, on a aussi des coachs et des joueurs qui sont entrés au Hall of Fame à titre posthume, et c'est souvent c'est plus triste de voir des joueurs qui peuvent pas avoir l'hommage qu'il leur est dû, des joueurs ou des coachs recevoir l'hommage qu'il leur est dû de leur vivant. Là, heureusement, Greg Popovich va faire son entrée de son vivant. Dans cette cuvée qui est quand même très très marquée San Antonio Spurs, je trouve, il y a aussi Becky Hammon. Alors je sais que c'est pas le nom le plus clinquant de cette classe de Hall of Famer, de cette promotion, mais vous savez peut-être à quel point la WNBA me tient à cœur. Et si aujourd'hui Becky Hammon est surtout connue comme coach, elle a d'ailleurs été championne dès sa première saison sur le banc des Las Vegas Aces, et elle est en bonne position pour réussir un back-to-back. Elle a aussi été une excellente assistante de Pop à San Antonio pendant des années. On pensait même que ce serait peut-être la première femme à être désignée head coach à plein temps d'une franchise NBA. Elle a déjà été en tant qu'intérimaire, mais elle l'a jamais été à plein temps. Le fait que Pop n'ait pas trop envie de partir en retraite fait que Becky Hammon n'a pas pu atteindre cet objectif, et que d'autres franchises n'ont pas eu le courage peut-être d'être les premières à offrir le job à une femme. En tout cas, c'est déjà une coach de très très haut niveau, et fait important je trouve, et elle y entre aussi en tant qu'ancienne joueuse. C'était une joueuse absolument magnifique, une joueuse merveilleuse pendant des années avec New York et San Antonio. Je vous invite à aller voir des highlights de Becky Hammon si vous l'avez jamais vu jouer au basket, c'était quand même un régal. Elle fait partie de ces joueuses qui n'ont jamais gagné de titre en WNBA, mais les accomplissements collectifs et individuels parlent quand même pour elle, et je vous invite à aller regarder ça. Donc cette cérémonie sera à suivre dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin, si je dis pas de bêtises. Vous pourrez voir ça chez les amis de Beansport qui vont retransmettre cette cérémonie du Hall of Fame. C'est toujours intéressant de suivre les discours des joueurs intronisés. Parfois on a des choses assez surprenantes, assez émouvantes. On sait qu'il y en a qui pleurent. C'est de là qu'est né le célèbre mème Crying Jordan. Mais il y a dans tous les cas des anecdotes et des récits qui sont toujours intéressants. Donc vous pourrez suivre ça sur Beansport ou attendre le lendemain ou le surlendemain peut-être pour voir les posts YouTube qui retranscriront ces discours. Nous, on essaiera aussi de vous en mettre le lendemain matin ou le lundi matin en version écrite pour les plus intéressants. Pour revenir un peu peut-être sur Tipeee, sur Tony Parker, qui va entrer au Hall of Fame, il faut, je pense, réaliser à quel point cet accomplissement est incroyable. On en a parlé récemment dans un CQFR avec Antoine, je crois, si je dis pas de bêtises. Lui-même, Tony Parker, expliquait qu'il considérait que le public français se rendait pas forcément compte de ce que signifiait une entrée au Hall of Fame, et à quel point c'était peut-être l'accomplissement le plus incroyable de sa carrière, et là-dessus on était assez d'accord avec lui. On parle d'un joueur français qui arrivait à une époque où les joueurs européens et français n'étaient pas aussi respectés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les opportunités étaient très différentes, étaient moindres. Et voilà, c'est un accomplissement qui est dingue. Il a cassé des barrières comme quasiment personne avant lui dans le basket français et dans le sport français même en général. Et indépendamment de ce qu'on peut penser de Tony Parker, on sait que ces dernières années, sa personnalité et ce qu'il a pu dire, parfois ça l'a rendu un peu clivant, je pense. Mais ce week-end, c'est son moment, et c'est le moment, je pense, où il mérite que les gens réalisent à quel point sa carrière a été absolument fantastique. Là, je vous ai évoqué très rapidement ses accomplissements, mais entre les titres, les sélections pour l'All-Star Game, les présences dans des meilleurs 5, il n'y a rien qui a autant de prestige du point de vue américain, en tout cas, et on sait à quel point il est quand même, en termes de culture, le sport américain est important dans sa construction personnelle et dans son histoire. C'est le plus grand accomplissement de sa carrière parce que c'était le plus improbable finalement. Gagner un titre, c'est toujours possible quand tu es bien entouré. Même à l'époque, c'est pas le premier joueur européen à avoir gagné un titre. Hein. Mais c'est ce qu'il a fait et ce qu'il est devenu. C'est tout simplement magnifique, et ça il faut le souligner, et il faut que les gens se rendent compte à quel point cette entrée au Hall of Fame est aussi improbable que belle finalement. Il y a aussi un autre hommage qu'on a appris quasiment là sur cette fin de semaine. On a appris que que la Fédération française allait retirer son maillot, son numéro 9 en équipe de France,
comme c'est le cas d'ailleurs à San Antonio, où il avait eu le droit à sa cérémonie et au retrait de son maillot. Ça aussi, c'est logique et c'est beau, enfin, qu'il y ait un numéro de maillot qui soit retiré à la fois dans ton club et en sélection, ça me semble mérité et logique. Donc le 9 pourra plus être porté en sélection, mais ça récompense aussi tout ce qu'il a apporté, la disponibilité dont il a fait preuve pendant pas mal de temps avec l'équipe de France. Un seul titre certes, mais quel titre? L'Eurobasket avec l'équipe de France, ça reste un moment marquant pour toute une génération où, mine de rien, pendant longtemps, l'équipe de France n'a pas été comme aujourd'hui synonyme de performance de très très haut niveau. C'était plus irrégulier, il y a toujours eu le talent, il y a toujours eu des bonnes choses, mais parfois les périodes ont été plus compliquées que c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous le répète à chaque CQFR quasiment, ou à chaque podcast où on parle de l'équipe de France, mais pour moi c'est presque obligatoire aujourd'hui que l'équipe de France vise le podium de chaque compétition dans laquelle elle est engagée. C'était pas du tout le cas avant, on espérait toujours, il y avait le potentiel, il y avait le vivier, mais c'était compliqué à mettre en œuvre, que tout le monde soit là au même moment, et en face il y avait aussi du lourd. Donc il a contribué à ça, cette culture de l'ambition et de la gagne. Elle est aussi en partie née de ce qu'a apporté Tony Parker en équipe de France, et il s'est imprégné évidemment de ce qu'il a appris et vécu chez les Spurs. Donc voilà, ce sera la journée de Tony Parker, et c'est amplement mérité. Comme je vous le rappelle, la cérémonie sera à suivre en direct dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin sur beIN Sport. Sur ce, on va se laisser là pour cette semaine. Merci encore énormément pour votre fidélité sur ce petit rendez-vous du CQFR. On essaie de lire et de répondre à presque tous vos commentaires. Ils sont, dans l'immense majorité, très sympathiques, très constructifs. On vous lit toujours avec plaisir. Donc merci à vous. Continuez. On sera encore là une bonne partie de l'été normalement. Et à commencer par lundi matin avec un nouveau CQFR. On reviendra peut-être sur le match de l'équipe de France de ce soir, vendredi soir, en fin de journée à 18h, parce que c'est en Lituanie, le dernier match de préparation des Bleus en France avant 2 matchs amicaux au Japon, et cette Coupe du Monde en Indonésie, aux Philippines et au Japon. On parlera peut-être de ça, on parlera peut-être aussi de ce qui sera ressorti de cette cérémonie d'intronisation au Hall of Fame pour tous les joueurs dont on a parlé dans ce CQFR. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, et on se retrouve lundi matin.